Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'art digital, une nouvelle classe d'actifs alternatifs. Jean-Michel Payon, cofondateur de Grail Capital. C'est très marrant parce que finalement, il y a un énorme gap entre les deux catégories et pour l'instant, il y a très peu d'overlap. Il y a très peu de gens qui collectionnent de l'art contemporain de façon traditionnelle qui collectionnent des NFT et très peu de gens qui collectionnent des NFT qui collectionnent de l'art contemporain. Mais une de mes visions et une de mes ambitions, c'est que ces deux mondes-là se rejoignent et que dans quelques années, on ait un peu plus des deux côtés, notamment des collectionneurs traditionnels qui vont venir vers l'art digital. C'est une de mes missions. Ce féru d'art et collectionneur de NFT de la première heure nous permet, au cours de cet échange, de mieux comprendre cet investissement alternatif quelque peu futuriste qui mêle passion et technologie. Jean-Michel a la rare faculté de pouvoir rendre intelligible cette classe d'actifs en la replaçant dans un contexte financier traditionnel. Vous allez ainsi découvrir ce qu'est véritablement l'art digital, qui sont les collectionneurs, quel est le couple rendement-risque de l'investissement, dans quel type de NFT on peut investir, ainsi que leur liquidité. Nous rentrons un peu plus dans les détails en creusant la distinction des NFT avec les security tokens, la corrélation avec les crypto-monnaies, de même que la hype de ces dernières années et les tendances à venir. Vous me connaissez, je suis bien sûr revenue sur la structuration de Grail Capital et j'ai demandé à Jean-Michel de nous expliquer comment il s'y prenait concrètement pour évangéliser les investisseurs et les collectionneurs plus traditionnels. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Bonjour Solène, bonjour à toutes et tous. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui sur FinScale. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter et puis comme on s'est vu il n'y a pas très longtemps, on s'est pris un café et que voilà, tu as pas mal de choses à nous raconter. Donc je suis ravie que tu viennes nous en parler aujourd'hui. Est-ce que je pourrais te demander, s'il te plaît, de te présenter à notre audience ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Jean-Michel Payon, je suis cofondateur et donc managing partner d'une structure qui s'appelle Grail Capital, qui est en fait une structure de conseil et d'investissement en art digital, ce dont on rappelle parfois NFT art. Et donc ça, c'est ce que j'ai lancé depuis quelques mois maintenant. Et avant cela, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la finance traditionnelle, notamment chez Euronext et New York Stock Exchange. Et encore après ça, je travaillais dans la fintech. Et pendant quelques années, j'ai eu la chance de travailler et de diriger une entreprise incroyable qui s'appelle Ledger, qui est un des leaders du secteur crypto mondial avec notamment les hardware wallets. Donc voilà un petit peu qui je suis. Super. Alors, moi, j'aurais aimé que tu nous expliques comment tu es tombé dedans. Comment tu as découvert les NFT? Ta première expérience avec les NFT, est-ce que ça s'appelait déjà un NFT? Pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement? Bien sûr. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. J'ai rencontré les NFT tout simplement parce qu'en étant chez Ledger en 2017, en fait, j'ai découvert quand les NFT sont nés, entre guillemets, c'était en 2017 avec ce qu'on appelle le ERC 721, qui est un standard particulier dans Ethereum qui était dédié aux NFT. Donc, je l'ai connu pour des raisons plus techniques que finalement artistiques. Et ensuite, j'ai suivi l'évolution de ce standard, de ce ERC 721 et ses usages. Et finalement, j'ai mis un certain temps, à peu près 2 ans, à comprendre vraiment le potentiel qu'avait la NFT sur l'aspect culturel et sur l'aspect artistique. Ça m'a pris vraiment 2 ans. Il a fallu que j'appréhende ça. J'étais bien sûr en train de faire d'autres choses pendant ce temps-là, mais c'est grâce effectivement au fait d'être chez Ledger que j'ai rencontré pour la première fois la NFT. Et après, c'est plutôt le côté collectionneur en moi, dont on parlera probablement dans quelques instants, qui étant un gros collectionneur de street art et de photographie contemporaine, assez naturellement, s'est posé des questions sur en quoi les NFT pouvaient changer ma vie de collectionneur. Et à force de l'étudier et à force de me questionner, j'ai plongé et c'est pour ça que depuis quelques mois, j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Top. Alors moi, je connais, pour avoir travaillé pas mal d'années en banque privée, tout ce qui concerne l'art banking. Hein. Et je sais que dans toutes les banques où j'ai bossé, c'était vraiment un sujet qui intéressait avec beaucoup de passion les clients privés. Si on regarde l'art banking par rapport au digital art via les NFT, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des tendances de fond et nous expliquer un petit peu qui sont les gens qui investissent dans ces deux typologies d'art? Bien sûr. Alors, effectivement, tu es la personne parfaite pour parler de ça parce que tu connais bien le sujet. Déjà, commençons par l'art contemporain et l'art moderne comme classe d'actifs.
et ensuite on parlera de l'art digital. Juste peut-être pour donner aux personnes qui nous écoutent les informations importantes, le marché de l'art contemporain et moderne, si on regarde sa taille, non pas ses volumes d'activité, mais sa taille, vraiment le stock, on va dire, d'art contemporain et moderne, on est aux alentours de 1,7 à 1,8 trillions. Ça, c'est des chiffres officiels qui sont publiés par UBS et Art Basel dans le rapport annuel qui sort tous les ans ensemble au moment de leur événement annuel. 1,7, 1,8 trillions d'un côté, et de l'autre côté, on a l'art digital qui est tout jeune avec les NFT, qui représente à peu près 4 à 5 milliards. Donc on est vraiment microscopique, c'est une micro-goutte dans l'océan de l'art contemporain. Et pour terminer, peut-être sur le côté effectivement art contemporain comme classe d'actifs, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéressait bien avant les NFT, et sur lequel je me suis replongé récemment pour justement trouver des parallèles et voir comment l'art était travaillé comme classe d'actifs, justement, pour en faire la même chose, mais dans l'art digital cette fois-ci. Eh bien, en fait, c'est une classe d'actifs à part entière. Il y a énormément de données financières. Il y a des caractéristiques qui sont très proches, qui en fait suivent les mêmes tendances que des obligations, des actions ou des choses comme ça. Il y a des grilles de corrélation. D'ailleurs, je présentais cet après-midi à un investisseur justement pour lui expliquer un petit peu le parallèle avec l'art contemporain. Je lui montrais les grilles de corrélation entre actifs, où effectivement l'art contemporain, par exemple, a une certaine corrélation avec plutôt les actions, par exemple, et un peu moins que l'or ou que les choses comme ça. Donc en fait, c'est un actif à part entière qui a son évolution en termes de prix, en termes de volume, etc. Et qui d'ailleurs a une performance plutôt bonne sur les 25-30 dernières années. On parle plutôt du segment haut de gamme. Hein. On parle pas de ce que ta tante ou ma cousine fait le dimanche chez elle. On parle vraiment des œuvres qui dépassent les $100 000. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.